Donc, voici maintenant l'exposé de Martine Abadi. Alors, Martine est professeure à l'université de Santa Cruz, en Californie, et également travaille à Microsoft Research. Et c'est quelqu'un qui est bien connu ici parce qu'il est venu presque infiniment souvent en France. Il a travaillé beaucoup avec des Français. Martine n'est pas français, mais vous aurez du mal à vous en apercevoir à son langage, je pense. Et donc Martine s'est intéressé beaucoup au langage de programmation, au système de type, et en particulier à l'élégance et à la sûreté des langages. Et maintenant, il travaille principalement sur la sécurité, mais sécurité au sens large, c'est-à-dire pas uniquement les aspects crypto, mais tous les aspects liés à la sécurité. Alors, pour relier ce que va dire Martine à l'exposé précédent, je voudrais annoncer une nouvelle, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais une nouvelle qui n'est pas vraiment réjouissante, sauf pour la communauté des gens qui travaillent sur le sujet, qui est que très récemment, une université américaine a prouvé qu'on pouvait prendre le contrôle par radio sur la plus grande catégorie de pacemakers disponibles sur le marché, c'est-à-dire à l'intérieur des gens, et qu'on pouvait prendre le pouvoir par radio sur les pacemakers et leur faire un peu ce qu'on veut, ce qui prouve que les problèmes de sécurité ne sont pas que sur Internet, comme on le croit, mais vont être absolument partout et donc sont centraux dans le domaine. Donc, Martine, à toi. Merci, Gérard. Je parlerai donc de sécurité informatique. Bien sûr, on en parle beaucoup, mais en fait, la sécurité informatique ressemble beaucoup, à certains égards, à la sécurité dans d'autres domaines. Elle est souhaitable sans doute, elle est probablement nécessaire, mais les mécanismes de sécurité sont souvent incommodes, entravants, agaçants, parfois très chers, et ils sont rarement parfaits, ils sont quand même utiles. Ces mécanismes ne sont pas toujours là pour parer les attaques, parfois ils sont là pour les détecter, parfois il s'agit de poursuivre les attaquants plutôt que les empêcher. Il y a quand même quelques éléments qui sont particuliers à la sécurité informatique, d'où son intérêt. Par exemple, très souvent, les attaques sont montées à distance. On a du mal parfois à retrouver les attaquants qui sont dans d'autres pays et on ne réussit pas à retrouver leurs traces dans le réseau. Et très souvent, les attaques sont automatiques et peuvent être montées, même avec de très faibles moyens, à très très grande échelle, à l'échelle de l'Internet. Par exemple, il y a quelques semaines, il y avait un article dans le journal Le Monde qui disait qu'il y a plus d'1 million de virus informatiques dans le monde. Il faut comprendre que ces virus ne sont pas tous complètement différents les uns des autres, mais ils sont générés souvent systématiquement, parfois même automatiquement, comme des variantes d'autres virus. Il y a quand même beaucoup d'attaques, de méthodes d'attaque différentes, dont les virus. Certaines des attaques dépendent de connaissances approfondies de l'informatique, du fonctionnement des processeurs, du langage machine, des systèmes d'exploitation. D'autres se servent des erreurs ou des distractions des usagers. Ainsi, il y a quelques années, la BBC racontait, je ne sais vraiment pas si c'est vrai, qu'une grande partie des usagers, la majorité des usagers, seraient prêtes à échanger leur mot de passe contre un bout de chocolat. Ce n'est pas une si mauvaise affaire, en fait, mais ça montre qu'on ne peut pas trop faire confiance aux usagers, même si, au fond, on veut défendre les usagers, ce sont nos clients, on veut la sécurité pour les usagers. Ces usagers ont des coups de cœur, des défaillances, des distractions, et donc, dans la mesure du possible, on doit faire des mécanismes de sécurité qui ne dépendent pas d'eux. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. D'ailleurs, est-ce qu'un morceau de chocolat est un si mauvais prix pour un mot de passe? Eh bien, depuis quelques années, il semblerait qu'il se développe une sorte de marché souterrain des mots de passe et d'autres marchandises liées aux attaques, comme du logiciel pour faire des attaques ou des ordinateurs personnels compromis. Je ne vais pas trop m'attarder sur la liste de prix que vous voyez sur l'écran, mais juste insister sur le fait que les attaques évoluent et continueront à évoluer, et aussi sur le fait que visiblement ces attaques valent la peine. Et même si on ne réussit pas à rendre la sécurité absolument parfaite, on aurait envie de faire de sorte qu'elle vaille un peu moins la peine ou beaucoup moins
la peine. Donc, dans ce qui suit dans cet exposé, je voudrais vous raconter un peu quelques thèmes centraux, quelques principes de la sécurité informatique, avec quelques exemples d'erreurs ou de dangers. Et je vais approfondir un peu plus avec des détails techniques, au moins pour vous donner un aperçu de ces détails, sur deux sujets un peu plus spécifiques. D'une part, les protocoles de sécurité ou protocoles cryptographiques, et d'autre part, un peu plus brièvement, la protection du logiciel. D'abord, qu'est-ce que la sécurité ? On distingue les politiques de sécurité et les mécanismes de sécurité qui sont les moyens pour garantir ces propriétés. En gros, les politiques de sécurité traitent de trois types de propriétés. Les propriétés de secret, savoir où va l'information, les propriétés d'intégrité ou d'authenticité, savoir d'où elle vient, et finalement les propriétés de disponibilité, savoir que les attaques ne vont pas priver les usagers des services auxquels ils ont droit, donc il n'y a pas de refus de service. Traditionnellement, on dit souvent que les propriétés de secret intéressent surtout les militaires, les propriétés d'intégrité surtout le monde commercial, les banques, et les propriétés de disponibilité surtout les télécoms, mais en fait, dans chaque système, les trois peuvent être importantes et il y a des mélanges qui varient de système en système. Aussi, les attaques et le niveau de dépenses qu'on fait pour se protéger varient de système en système. Un certain nombre des défenses, une façon d'organiser la défense est de se servir d'un modèle qui est très répandu, qui s'appelle le modèle des contrôles d'accès. Access Control Model, et qui a quatre éléments principaux. D'abord, il y a les objets ou les ressources, par exemple les fichiers dans un système de fichiers. Il y a des requêtes, par exemple la requête d'effacer un fichier. Les origines de ces requêtes sont appelées principals en anglais, parfois je dirais principaux, parfois participants. Et finalement, il y a un moniteur de référence qui, au moins en théorie, doit regarder chaque requête et dire si oui ou non cette requête doit être accordée, si l'accès doit être permis. Donc, ce modèle de contrôle d'accès s'occupe surtout de la question d'autorisation, de savoir si, quand une requête est faite, il faut l'autoriser. Il repose sur des mécanismes d'authentification, savoir d'où vient la requête, quels sont les participants qui font ces requêtes, et les deux sont liés mais différents. Les contrôles d'accès sont un peu partout dans les systèmes informatiques. Il y en a dans les systèmes d'exploitation, dans les applications, dans les hyperviseurs, les machines virtuelles. Il y en a même dans la sécurité physique des centres de données. Et à première vue, il peut vous sembler très simple, mais en pratique, très souvent, les systèmes de contrôle d'accès sont incomplets ou sont troués. Et il y a beaucoup de problèmes de sécurité dans des systèmes qui s'en servent. C'est-à-dire pratiquement dans tous les systèmes. Alors, qu'est-ce qui peut mal se passer ? Les contrôles d'accès peuvent être insuffisants ou ils peuvent être complètement contournés quand ils sont implémentés incorrectement, en particulier quand l'authentification est cassée, et aussi quand la politique de sécurité fait confiance à de mauvais programmes ou de mauvais participants, ou quand elle fait confiance à de bons participants ou de bons programmes qui ont des vulnérabilités et qui peuvent être détournés pour monter des attaques. Je vais donc parler de deux sujets. Le premier qui traite de l'implémentation par l'authentification et l'autre de la protection du logiciel qui vise à éviter les contournements. Donc, je vais d'abord parler des protocoles de sécurité, en particulier pour l'authentification, et ensuite des langages et des systèmes qui servent à protéger le logiciel. Donc, les protocoles de sécurité sont des protocoles. Ce sont des protocoles dans un sens différent dont celui dont on a parlé ce matin. Ce sont des règles d'échange de messages, ou si l'on veut, des algorithmes où l'on communique.
Et ce sont des protocoles où on se préoccupe de propriétés de secret et d'authenticité, d'intégrité. Les exemples les plus importants sont des protocoles comme SSH ou SSL, dont on se sert beaucoup sur l'Internet, où on tente d'établir des canaux de communication sécurisés. Mais il y a bien d'autres exemples, à mon avis un peu moins importants, par exemple pour faire le commerce électronique ou pour faire le vote électronique, ou même pour des applications plus amusantes et exotiques comme le poker sur l'Internet. Et dans les systèmes répartis, ces protocoles de sécurité utilisent pratiquement toujours la cryptographie, et ainsi on les appelle souvent les protocoles cryptographiques. Je vais préférer le terme protocole de sécurité en partie parce que ça met l'accent sur les moyens plutôt que sur les bits plutôt que sur les moyens, et aussi parce que parfois il y a des protocoles qui ne servent pas de cryptographie, mais qui ressemblent beaucoup aux protocoles qui s'en servent. Je sais que dans le cours, il y a eu une présentation assez avancée, détaillée de la cryptographie. Là, je vais juste vous donner les éléments pour comprendre ce qui suit. Nous allons nous intéresser à deux types de fonctions cryptographiques. D'abord, les fonctions de chiffrement qui servent à garantir le secret, et ensuite les fonctions de signature qui servent à garantir l'authenticité. Aussi bien pour le chiffrement que pour les signatures, il y en a deux types dont on se sert beaucoup, les fonctions dites symétriques et celles dites asymétriques. Dans les systèmes symétriques, comme DES ou AES, il y a des clés partagées. Quand on veut communiquer entre deux participants, les deux participants connaissent la même clé et se servent de cette clé aussi bien pour chiffrer que pour déchiffrer, ou se servent de cette clé aussi bien pour faire des signatures que pour vérifier les signatures. Les systèmes asymétriques, comme RSA, sont un peu plus généraux. Les clés sont organisées en paires, une clé publique et une clé secrète, ou une clé dite secrète. La clé publique peut servir à chiffrer, et alors la clé secrète correspondante sert à déchiffrer. Sinon, la clé secrète peut être utilisée pour signer, et la clé publique correspondante peut être pour vérifier les signatures. Il est parfois tentant de supposer que ces fonctions ont des propriétés supplémentaires. Par exemple, les usagers de ces fonctions supposent parfois que quand on chiffre un message, le résultat de ce chiffrement a l'air plutôt aléatoire. On voit toute une série de 0 et 1 sans ordre apparent, mais en fait, cela n'est pas garanti par les définitions de ces fonctions. On suppose aussi souvent que le chiffrement garantit l'intégrité. C'est dire qu'un attaquant qui voit un message chiffré mais ne connaît pas la clé ne peut pas en modifier le contenu puisqu'il ne sait pas le déchiffrer. Mais en fait, cela n'est pas toujours vrai et il est prudent de supposer que le chiffrement préserve le secret mais pas l'intégrité. Et il y a un certain nombre de protocoles pratiques, dont certaines versions de SSH et de SSL, qui ont contenu des erreurs exactement sur ce point-ci. Donc, avec ce petit bout de crypto, je peux vous montrer un exemple d'un protocole de sécurité. Dans cet exemple, nous avons deux participants, A et B, qui veulent se parler. A veut envoyer des données à B. Et il y a un troisième participant, S, qui est un serveur qui va les aider. Tout d'abord, A contacte S en envoyant les noms de A et B. S rend les certificats publics de A et B. Ce sont des certificats signés avec la clé secrète de S qui associent les noms de A et B avec leur clé publique. Ensuite, A peut envoyer ce certificat à B. A génère aussi une nouvelle clé symétrique, une clé de session. On se sert de la crypto symétrique parce qu'elle est en général beaucoup plus performante que la crypto asymétrique. Envoie une nouvelle clé de session K que A signe et chiffre sous la clé publique de B à B. B peut ensuite déchiffrer cette clé, vérifier la signature. Et quand A lui envoie des données chiffrées sous la clé, B peut les déchiffrer. Un peu plus concrètement,
ce protocole, c'est le protocole dit de Denning-Sacco. L'histoire est à peu près celle-ci. En 1978, Needham et Schroeder ont écrit un article très important sur les protocoles de sécurité. Quelques années plus tard, Denning et Sacco ont signalé certaines faiblesses des protocoles de Needham et Schroeder et ont proposé à leur tour un certain nombre d'autres protocoles, dont celui-ci est un. Dans ce protocole de Denning et Sacco, j'ai juste détaillé un petit peu le troisième et le quatrième message. Dans le troisième message, on a un chiffrement d'une signature. Le chiffrement est fait sous la clé publique de B, de façon telle que B puisse déchiffrer, puisque B connaît la clé secrète correspondante. Et la signature est faite sous la clé secrète de A, et B peut vérifier que ce message vient de A, puisque B va connaître la clé publique de A par les certificats. Dans la signature, il y a la clé de session. Il y a aussi une estampille pour éviter les attaques de replay, les attaques dites de rejeu. Ensuite, il y a une encryption sous une clé symétrique K des données. Donc, on peut raisonner que puisque le message est chiffré sous la clé publique de B, seul B réussira à le déchiffrer et à retrouver la clé de session K. On peut aussi raisonner que, du point de vue de B, ce message doit venir de A puisqu'il est signé avec la clé secrète de A. Et donc cette clé vient bien de A. Et quand B reçoit des données chiffrées sous la clé, B va supposer qu'elles viennent de A. En plus, ces données devraient être protégées contre tout attaquant qui voudrait intercepter le message. Il est très fréquent de supposer que dans ces protocoles, un attaquant peut intercepter les messages qui passent sur le réseau. Je vous laisse regarder un instant le protocole pendant que je bois de l'eau, parce qu'il y aura une colle tout de suite après. Donc la première question qu'on doit se poser quand on voit un protocole comme ça, est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il est vraiment sûr? Est-ce qu'il garantit le secret et l'authenticité? Une question un petit peu plus nuancée, c'est sous quelles hypothèses il marche? Par exemple, on se sert d'estampilles, est-ce qu'on suppose que les horloges sont synchronisées? Ou on fait confiance à S, dans quelle mesure fait-on confiance à S? Aussi, on veut faire des hypothèses très faibles dans la mesure du possible. Et par exemple, on voudrait que le protocole marche, même si une clé d'une session précédente a été découverte par l'attaquant d'une façon ou d'une autre. Et finalement, on peut se demander, est-ce qu'on peut faire mieux? Et il y a énormément de protocoles dans les articles utilisés dans les systèmes qui tentent de faire mieux, soit sur les performances, soit sur les hypothèses cryptographiques, soit carrément pour se servir d'autres systèmes cryptographiques. Donc, est-ce que le protocole marche? Vous le soupçonnez, bien sûr, il ne marche pas. Et voici une attaque. Supposons que C est un participant du système qui a donc une clé publique, une clé secrète, mais que C est malhonnête et veut tromper B. D'une façon ou d'une autre, C se débrouille pour que A le contacte. C peut par exemple dire « j'ai de belles photos gratuites à vous fournir, vous n'avez qu'à me contacter avec le protocole de Denning-Sacco ». Et A tout naïvement contacte C en envoyant un message de la bonne forme, chiffré sous la clé publique de C, bien sûr. Puisque C peut déchiffrer ce message, C peut retrouver la clé de session K, il peut aussi rechiffrer le message sous la clé publique de B. Et quand B reçoit ce message, B pensera qu'il vient de A, puisque le message est signé, contient une signature visiblement faite par A. Si C envoie ensuite des données que C choisit à B, B va penser que ces données, data prime, viennent de A. En fait, elles viennent bien sûr de C. Donc, ce qui s'est mal passé ici, c'est que ce message de A vers C a été réutilisé. Sa sémantique, l'intention de ce message, intuitivement, est de dire que la clé K est une bonne clé de session pour A et pour C à la date T, au temps T. Mais ce message ne contient pas les noms de A et de C explicitement. Ces noms-là ne sont qu'implicites dans le choix des clés. D'où il y a une brèche
entre le contenu explicite du message et la sémantique qu'on voudrait du message, ce qui permet à C de resservir du message et l'envoyer à B. Et cela suggère la solution qui est de rendre le message plus explicite, d'ajouter des champs dans le message pour donner les noms des participants que le message concerne. Donc si A envoie un tel message à C, il y aura le nom de C à l'intérieur et A ne pourra pas envoyer ce message-là à B. C ne pourra pas envoyer le message à B, ou sinon il sera découvert, il sera détecté. Plus généralement, dans les protocoles, il est très important que si un message a une certaine intention, une certaine sémantique qu'on voudrait lui donner, toutes les composantes de cette sémantique soient représentées explicitement dans le contenu du message. En particulier, si le message concerne certains principaux, c'est une très bonne idée d'inclure les noms de ces principaux explicitement dans le message. Ce type d'erreur, d'ailleurs, est arrivé dans un grand nombre de protocoles, encore une fois, SSH et SSL étant deux exemples. Une autre leçon de cet exemple, c'est que le chiffrement est bien sûr très utile pour la sécurité, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Même des protocoles où les messages sont signés, chiffrés avec de bonnes fonctions, peuvent être cassés et le sont souvent. Vous voyez, le développement de protocoles de sécurité est souvent difficile. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans les protocoles. Certaines de ces erreurs ont à voir avec les détails de la cryptographie, d'autres seulement avec son usage, d'où il y a une grande variété de méthodes pour analyser ces protocoles. Certaines sont des méthodes informelles mais rigoureuses, qui parlent de la probabilité de réussite des attaques ou du temps que ces attaques vont prendre. D'autres sont des méthodes qui se servent de prouveurs de théorèmes ou de modèles checker à état fini ou d'analyse statique. Et dans celle-là, on se sert d'un modèle de la cryptographie un peu plus grossier, un peu plus abstrait. Je n'aurai pas le temps de décrire tout ça en détail. Je vais juste vous donner une idée de à quoi ressemble une des méthodes sur laquelle j'ai travaillé avec des collaborateurs, surtout Gordon et Fournet. C'est une méthode où on tente tout d'abord d'avoir un langage pour décrire les protocoles. C'est utile d'avoir un langage pour écrire les protocoles, d'abord parce qu'on aura une spécification exacte de ce que le protocole est censé faire, ensuite parce qu'on peut essayer d'appliquer des méthodes de vérification de programmes ou d'analyse statique pour comprendre les propriétés des protocoles ou pour trouver des attaques. Nous avons besoin d'un langage Je parle avec les mains tant que ma voix ne marche pas. Ouais. Nous avons besoin d'un langage qui nous permette d'exprimer des processus qui communiquent, des processus qui s'envoient des messages. Et il est donc assez naturel de se servir d'un langage qui s'appelle le PyCalcul. C'est un tout petit langage qui a été développé en début des années 90 par Milner et ses collègues. Pas du tout avec la sécurité en tête, que je sache. Et il contient des primitives pour envoyer et recevoir des messages. Ici, j'écris send et receive. Une primitive pour mettre des bouts de code en parallèle, pour les faire tourner en même temps. Et puis une primitive pour générer des canaux de communication. Donc ici, nous exprimons un protocole où il y a un canal N pour communiquer et où il y a un principal qui envoie un message M à un autre principal qui le reçoit. X est une variable qui représente le message qui sera reçu. Donc, grosso modo, cette formule correspond à ce diagramme. Pour aller plus loin, on a envie de aussi représenter des protocoles qui envoient des messages chiffrés, et alors il faut étendre le PyCalcul avec des symboles de fonction pour représenter ces messages chiffrés. Ici, j'ai ajouté le symbole encrypt, le symbole decrypt pour le chiffrement et le déchiffrement. Je me sers à nouveau du new, cette façon de générer des noms frais, des noms nouveaux, ici pour générer une clé plutôt que pour générer un nom. Et la sémantique, les propriétés de ces fonctions, decrypt et encrypt, sont données par des équations, sont données de façon algébrique. Ici, je suis en train de dire que si je chiffre un message M sous une clé K et ensuite je le déchiffre avec la même clé,
avec la crypto à clé symétrique, alors je retrouve le message M. Donc c'est un modèle assez abstrait de la cryptographie. On parle de la cryptographie en termes symboliques, en termes algébriques, plutôt que comme des transformations sur des chaînes d'octets ou en termes de théorie de nombres. Mais c'est un modèle assez utile qui a été la base pour un certain nombre de spécifications et de preuves. Et il y a même un outil qui s'appelle Proverif qui marche très bien pour faire des preuves dans ce modèle. Je veux aussi vous montrer un exemple plus récent de protocole qui a été développé vers la moitié des années 90 au départ et qui a continué à se développer depuis. C'est le protocole SSL ou Secure Socket Layer qui au départ venait de Netscape et qui maintenant est utilisé un peu partout. C'est un protocole beaucoup plus compliqué dont le cœur est un sous-protocole qui s'appelle le SSL Handshake où un client et un serveur d'abord se disent bonjour, ensuite ils échangent une clé et finalement ils confirment que l'échange s'est bien passé et commencent à se servir de la clé. C'est un protocole avec beaucoup d'options, notamment c'est un protocole qui peut servir à l'authentification mutuelle comme celui de Danning-Sacco. Donc A sait qu'il parle à B et B sait qu'il parle à A, mais il peut aussi être utilisé de façon asymétrique. Très souvent les clients n'ont pas des clés publiques et donc l'authentification du client ne se fait pas par SSL, c'est juste l'authentification des serveurs qui se fait par SSL. Le client est authentifié avec un mot de passe. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont eu cette expérience quand vous accédez à des sites protégés par SSL, comme des banques, où vous avez à entrer un mot de passe après. Donc le protocole est plus compliqué, mais il est aussi beaucoup plus souple. Il y a eu un certain nombre d'analyses du protocole, analyses informelles au départ, qui ont servi à trouver un certain nombre de trous sérieux dans le protocole. Il y a eu aussi des preuves formelles pour de gros bouts du protocole, pas pour le protocole tout entier, et ces preuves établissent des propriétés de secret et d'authenticité. C'est toujours un problème ouvert quand même, un problème difficile, de faire une analyse complète d'implantation concrète du protocole à base de hypothèses cryptographiques solides en allant en-delà de ce modèle symbolique de la cryptographie. Et il y a plusieurs groupes de chercheurs qui travaillent sur ce problème et on peut espérer que ces recherches aboutiront dans les années à venir. Le protocole est utilisé un peu partout, je l'ai dit, mais souvent il est utilisé sans l'authentification du client. Et il est donc possible pour un attaquant de monter un site qui semble un site légitime pour voler des mots de passe des clients, ce qu'on appelle des attaques de phishing. Encore une fois, on ne peut pas trop faire confiance aux usagers. Et un défi important en pratique, c'est d'aller vers un monde où il y a des méthodes plus fortes d'authentification mutuelle qui n'ont pas cette faiblesse. Dans l'article de Nidham Schroeder que j'évoquais tout à l'heure, il y a une hypothèse très forte que les nœuds qui participent à un protocole sont eux-mêmes sûrs que quand un des participants fait un calcul localement, ce calcul-là n'est pas perturbé par un attaquant. Or, cette hypothèse n'était pas tout à fait vraie à l'époque, elle est peut-être encore moins vraie aujourd'hui. Et là, je vais quitter le domaine de protocole pour commencer à parler de la protection du logiciel. Par exemple, récemment, il y a beaucoup d'applications composites dans le Web 2.0. Ces applications composites ou mashups ont des éléments qu'on appelle des gadgets. Ces gadgets, on n'y fait pas confiance uniformément et ils communiquent entre eux en se servant de petits protocoles qui peuvent eux aussi contenir des erreurs assez semblables à celles que l'on trouve sur les protocoles sur le réseau. Et il y a bien d'autres moyens de casser la sécurité des nœuds dans le réseau. Un grand nombre de ces attaques sur les nœuds sont des attaques sur le flow de contrôle. Le flow de contrôle, c'est à peu près l'ordre dans lequel les exécutions du programme va se passer.
une façon de perturber ce flow de contrôle, de le détourner et de faire un dépassement d'un tampon dans la pile, ce qu'on appelle une attaque de buffer overflow. Essentiellement, on peut passer une entrée à une fonction, une entrée qui est trop grande et qui déborde un tampon, qui écrase l'adresse de retour de la fonction, et ensuite, quand la fonction tente de retourner à son appeleur, se produit un saut à une adresse choisie par l'attaquant. Et ce saut peut, par exemple, servir à contourner un moniteur de référence et ainsi à contourner les contrôles d'accès. Cette méthode est assez vieille. Elle date au moins du célèbre verre inventé par Robert Morris, là-haut, qui d'ailleurs est quelqu'un de très bien, en 88, mais on s'en est beaucoup servi depuis. Et à cause de cela, un certain nombre de techniques tentent de neutraliser ces attaques ou d'en réduire les effets, du moins. Il y a une technique dite des canaries pour protéger la pile, qui consiste essentiellement à mettre des valeurs aléatoires dans la pile et à vérifier qu'elles sont toujours là, qu'elles n'ont pas été écrasées. Et si elles ont été écrasées, on soupçonne qu'il y a eu une attaque. Une autre technique très utile est de ne pas permettre l'exécution de la section de la mémoire qui contient des données. Souvent, l'attaquant voudra mettre des programmes en mémoire et les faire tourner. Cette technique qui s'appelle NX empêche cela. On peut aussi placer les bibliothèques et le code du système à des adresses aléatoires. Cela se fait dans des variantes de Linux et aussi dans Vista, et ça complique les attaques. Ça fait que les attaquants ont plus de mal à abuser des bibliothèques du système. Et pourtant, toutes ces techniques sont imparfaites. Il y a souvent des moyens de les contourner. Mais en recherche, on s'intéresse à des techniques qui servent à parer de plus grands cas d'attaques qui modifient le flot de contrôle et qui garantissent une propriété d'intégrité des flots de contrôle. Essentiellement, cette propriété d'intégrité des flots de contrôle veut dire qu'un attaquant ne peut pas causer un détournement de ce flot de contrôle, ne peut pas faire qu'un moniteur de référence, par exemple une vérification, soit sauté, qu'on passer à côté. Et c'est une propriété très fondamentale qui sert à empêcher beaucoup d'attaques. Il y a plusieurs façons de l'implémenter. En voici une où on se sert de ce que Schneider et Erlingsson appellent des inline reference monitors, des moniteurs de référence en ligne. Dans cette méthode, on prend un programme en langage machine et un graphe de contrôle de ce programme, et on réécrit le programme en y mettant un peu partout des vérifications que les transferts de contrôle vont là où on s'attend. Ensuite, on charge le programme en mémoire. On peut vérifier statiquement que cette instrumentation s'est bien passée. C'est utile de le faire parce que la réécriture des programmes au niveau du langage machine est assez compliquée et on peut se tromper dans cette réécriture. Avoir une vérification simple séparée est très rassurant. Et ensuite, on peut tourner le programme et avoir la certitude que le contrôle n'est pas détourné. Il y a au moins deux autres méthodes pour garantir CFI, l'intégrité des flots de contrôle, que je vais évoquer brièvement. L'une, c'est la technique de programme shepherding de Amara Singh et ses collègues, qui est à base d'interprétation et d'optimisation dynamique. La troisième, c'est WIT, qui a été présentée cette semaine à la grande conférence de sécurité de Auckland, et où la réécriture du code est intégrée dans le processus de compilation. Pour finir, je vais dire brièvement quelque chose des langages de programmation. Il y a aussi l'espoir que des langages de haut niveau serviront à garantir les propriétés de sécurité ou rendront plus facile la tâche d'écrire des systèmes sur des langages comme Java ou C#. Et c'est vrai dans une certaine mesure,
Voici un exemple un tout petit peu technique. On peut par exemple définir en C# une classe d'objets qui s'appelle des widgets, par exemple, avec une opération virtuelle, une opération qui n'est pas implémentée concrètement. Ensuite, on peut définir une sous-classe. On peut raffiner cette définition d'un type vers une sous-classe de widget sûr, où dans cette opération, il y a une validation et une vérification de l'argument qui est passé en entrée à l'opération. Et quand on a un widget sûr, on peut garantir que cette validation ne peut pas être contournée. Et cette garantie est offerte par le système de type du langage. Il faut faire un tout petit peu attention quand même. Les langages de haut niveau ne suffisent pas. Il faut aussi des implémentations sûres de ces langages. Et cet exemple vient de Andrew Kennedy qui signalait que dans certaines implémentations où l'attaquant peut écrire directement du code dans un langage intermédiaire, il peut contourner la protection du système de type. Il peut invoquer directement la méthode de la classe widget plutôt que la méthode de la classe secure widget, donc sans le reference monitor, sans le moniteur de référence pour valider l'argument. Comme dans cet exemple, il est très fréquent d'avoir des abstractions en sécurité, comme des objets avec des composantes privées ou des canaux sécurisés de communication dans les protocoles. Et il est aussi assez fréquent d'avoir des techniques d'implémentation très ingénieuses, avec des vérifications statiques, dynamiques, avec de la cryptographie très avancée. À chaque fois, il est quand même important d'être sûr qu'il y a une correspondance entre ces spécifications, entre ces abstractions et les implémentations. C'est comme un peu partout dans les autres domaines de l'informatique, mais c'est encore plus dur parce qu'il faut non seulement garantir que l'implémentation est correcte quand on s'en sert en suivant les règles du jeu, mais aussi quand un des participants est malhonnête et essaie de servir d'abstraction de façon bizarre ou de ne pas respecter la sémantique intuitive de cette abstraction qui serait respectée si tous les participants étaient honnêtes. On peut quand même faire un peu mieux que de boucher ces trous l'un après l'autre. Je crois qu'on peut être un peu plus optimiste. Il est vrai que les attaques évoluent, que les enjeux sont considérables, aussi que les défenses continuent à évoluer. On dirait parfois une sorte de guerre des tranchées, mais il y a quand même certaines idées générales, certaines techniques générales qu'on peut appliquer systématiquement pour améliorer la sécurité sur le long terme, ou du moins je l'espère. Et voilà, merci pour votre attention et je finirai sur ce point.